Bonjour à tous, bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur l'antenne de e-radio ce dimanche et j'ai le plaisir de recevoir Benoît Ruel. Benoît Ruel, son évocation, l'évocation de son nom va bien sûr rappeler plein de beaux moments radiophoniques sur RFI parce qu'il était le concepteur et l'animateur à la fois de idées sur Radio France Internationale. Bonjour ou bonsoir Benoît Ruel, comme ça je reprends en même temps votre introduction. Bonjour ou bonsoir, Ousmane. De beaux moments radiophoniques auxquels vous mettez un terme subitement un dimanche 28 mars 2010 et depuis plus aucune nouvelle de vous. Vous devenez quoi entre-temps? Bien, je suis parti parce que RFI a subi un plan social. Elle s'est séparée d'un certain nombre de journalistes pour des raisons économiques. J'ai freiné lentement parce qu'il faut se désintoxiquer. Vous verrez ça, cher Ousmane, le jour où vous arrêterez de faire de la radio, on n'arrête pas du jour au lendemain, on y pense pendant des jours. La radio est une drogue. Le journalisme est un métier, mais la radio est une drogue. Alors vous imaginez le journalisme radio. Et puis, j'ai continué à donner des cours d'esthétique cinématographique. J'ai voyagé un peu. Je suis allé donner des cours à l'Académie des Arts de Beyrouth. Et puis, voilà. Et puis, les jours s'écoulent tranquillement. Un intervieweur interviewé ce dimanche dans E-Tech. Benoît Ruel, ancien présentateur de l'émission Idées sur RFI, répond aux questions d'Ousmane Gueye. Quel regard sur cette explosion technologique pour freiner la pandémie du coronavirus? La propagation des fake news met-elle en danger notre vivre ensemble? Les TIC sont-elles en train de supplanter l'humain? Faut-il craindre pour la démocratie à l'heure des algorithmes et autres manipulations? L'ancien journaliste à Radio France Internationale, grand connaisseur de l'Afrique, se confie sans détour pour commenter un monde qui change. À ne pas manquer ce dimanche 26 avril aux alentours de 7h25 et 12h25 sur e-radio E-Tech, l'émission qui questionne l'actualité technologique, présentée par Ousmane Gueye. Dimanche 26 avril 2020, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur l'antenne de e-radio pour les besoins de E-Tech. Et ce dimanche, un invité forcément spécial. Bonjour ou bonsoir. À mes côtés cette semaine, Claude Lanzmann. Je le précise d'emblée, autrement dit sans détour. Bonjour Benoît Ruel. Bonjour Ousmane. En ligne de Paris, merci de nous accorder cette interview exclusive. L'évocation de votre nom rappelle à elle seule d'excellents moments de pur bonheur radiophonique. Longtemps à la présentation de l'émission Idées sur RFI, vous avez interviewé des sommités du monde de la pensée. On se souviendra des prestations, comme nous sommes au Sénégal, de Souleymane Bachir Diagne, normalien et philosophe, aujourd'hui enseignant-chercheur à Columbia University en Amérique, d'Abdel Wahab Nedeb, spécialiste lui aussi du monde islamique, décédé malheureusement le 5 novembre 2014, tout comme Bernard Maris, penseur du capitalisme tué dans les terribles événements de Charlie Hebdo, Claude Lanzmann avec son lièvre de Patagonie et son Shoah, mort en juillet 2018 et bien d'autres vivants, et c'est tant mieux, à l'image de l'académicien Amin Malouf, auteur notamment des Identités meurtrières et de Léon l'Africain. Je n'oublierai pas dans ma liste que j'avoue très subjective Hélène Sixou, avec ses éternels jeux de mots, ainsi que le médiologue Régis Debray, qui confiait que le monde nouveau n'était plus le sien encore, notre confrère José Lanzini pour son ouvrage Les derniers jours de la vie d'Albert Camus. De très beaux moments de radio avec vous, Benoît Ruel comme principal artisan, jusqu'au jour où vous nous faites cette annonce, d'abord en introduction, puis en conclusion, quoique comme votre dernier invité, le psychanalyste Alain Amslek, vous vous défendiez de conclure. Nous sommes dimanche 28 mars 2010 sur RFI. Vous le savez, c'est la dernière fois cette semaine que je me trouve derrière ce micro pour vous présenter Idées, rendez-vous hebdomadaire après Panorama International et Résonance que je vous ai proposé il y a 15 ans. Mon ambition fut simple. Que vous nous avez fait plaisir, Benoît Ruel, merci à vous. Cette invitation spéciale est en quelque sorte un geste de reconnaissance. Nous allons beaucoup parler digital, bien évidemment, parce que nous sommes dans E-Tech, mais cette question préliminaire,
Que devenez-vous depuis fin décembre 2010, autrement dit, depuis que vous avez quitté officiellement RFI? Eh bien, cher Ousmane, ce que je deviens est assez simple. Ayant 71 ans, je suis retraité et quand j'ai quitté RFI, j'ai freiné lentement, comme on dit, car on ne part pas de la radio, on n'abandonne pas le métier de journaliste et encore moins le métier de journaliste radio sans avoir à se désintoxiquer. C'est un peu comme la drogue, il faut un peu de temps. Et donc, j'ai freiné lentement, j'ai continué à donner des cours comme j'en ai donné durant toute ma vie, notamment en esthétique cinématographique. J'ai travaillé dans l'édition. Je vais de temps en temps à Beyrouth enseigner à l'Académie des Arts. Et puis voilà, aujourd'hui, tu vois, je suis avec vous. Et je pense évidemment à la liste que tu viens d'égrener. Ce qui est formidable, c'est que si j'avais dû aussi rappeler quelques émissions, j'aurais sans doute fait comme vous, c'est-à-dire j'aurais cité à peu près les mêmes, sans doute encore un peu plus, mais les mêmes parce que tout ce que vous avez dit reste des moments très forts journalistiquement. Oui, des moments donc bien sûr très forts journalistiquement. C'est vrai que dans ma liste, j'ai oublié de nommer Claude Liazou. Pourquoi Claude Liazou? Parce que simplement, je ne vous apprends rien, c'est vous-même qui l'avez interviewé. Il est décédé avant même que ne passe l'émission, un moment très fort. C'était un moment terrible que je n'oublierai jamais. Claude Liazou, que je ne connaissais pas, avait accepté mon invitation pour parler, il me semble, d'un dictionnaire colonial. Et dictionnaire de la colonisation, c'était le terme. Voilà, exactement. De la colonisation. Exactement. Claude Liazou est arrivé. Il m'a dit je ne vais pas très bien. J'ai attrapé le chikungunya à la Réunion, mais enfin nous allons faire l'émission. Et puis je l'ai vu qu'il n'allait pas bien quand même. Je lui ai dit nous allons la reporter. Il est venu quelques jours après, à bout de force, je dois dire, très épuisé. Je ne connaissais pas cette maladie. Il a tenu à faire cette émission. Je l'ai raccompagné comme j'ai pu au dehors de la maison de la radio. Et 48 heures après, à peu près, on m'a dit qu'il était décédé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je suis d'ailleurs allé à son enterrement parce que cet homme était absolument, on va dire, gentil. Et la gentillesse aujourd'hui, ça se remarque. Tout à fait. Je signale que vous animez un blog appelé simplement le blog de Benoît Ruel avec comme titre une suite dans les idées. On a compris l'allusion. Vos idées, c'est nous qui en demandons cette fois. À l'heure du coronavirus, le numérique est partout. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, évoquait ces jours-ci sur France Inter, que vous connaissez très bien, bien sûr. Cette application que l'opérateur historique a mise au point pour le traçage social des contacts à suivre. Au Sénégal, c'est tout simplement une explosion de l'innovation. La technologie rendrait le monde meilleur? Alors, la technologie rendrait le monde meilleur. Je vais oublier le mot meilleur ou l'adjectif meilleur. Oui. Selon moi, la technologie rend le monde plus facile. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher très loin les exemples. Ma grand-mère lavait encore le linge à la main. En Afrique, tu le sais bien, vous le savez bien, le travail des femmes est terrifiant. D'ailleurs, sans les femmes, le continent ne tiendrait sans doute pas debout. Il y a encore plein de choses qu'on fait avec difficulté. Et la technologie rend la vie plus facile. Dans une usine, les robots pour monter des voitures, pour des tas de choses. Enfin, donc la technologie rend le monde plus facile. Nous avons des machines à laver, des machines de sèche-linge, enfin, je ne sais trop quoi. Et puis enfin, nous avons l'électricité. Et puis dernièrement, évidemment, nous avons des téléphones. Mais plus facile sans doute, meilleur, là, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que un monde meilleur voudrait dire un monde où l'homme est plus heureux. Et je crois qu'il n'est pas plus heureux et il est plus angoissé. Je ne crois pas que la technologie rend le monde meilleur. Elle le rend plus facile. Oui, en même temps, la technologie fait peur. Vous avez fait allusion et vous avez sûrement suivi cette actualité assez triste des mâts de 5G incendiés
en Grande-Bretagne, de plus en plus de fake news qui sèment la confusion actuellement et qui défient la parole officielle. D'ailleurs, vous avez sûrement suivi la sortie du fondateur d'Internet regrettant la nouvelle tournure des choses. La technologie se serait-elle retournée contre ses créateurs? Oh, retournée, je ne sais pas, parce que en gros, depuis le XXe siècle, on dit ça. La bombe atomique se serait retournée contre ses créateurs, Oppenheimer, Einstein, etc. Et à vrai dire, contre le monde entier. Je ne sais pas si elle s'est retournée, mais c'est vrai que elle prend maintenant des proportions extravagantes. Et puisque vous venez de parler de la 5G, c'est tout à fait formidable. Je ne suis pas un spécialiste des télécommunications, mais enfin, je lis dans la presse que en France, nous n'avons pas la 5G en France. On nous dit tous les jours qu'on va l'avoir, mais nous ne l'avons pas. Mais on nous annonce déjà la 6G. Je me dis que on veut vraiment aller très très vite. Et c'est bien ça le problème, c'est que quand il y a une trop grande différence entre la marche du monde et la marche des hommes, il y a un problème que nous n'arrivons plus à suivre. L'homme de 71 ans que vous êtes, un spécialiste des idées, est-ce qu'il est angoissé par rapport à cet environnement où tout va très 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 vite? D'ailleurs, au Sénégal, nous avons des solutions qui s'appellent aller très vite, pour ne pas dire le terme en wolof. On est dans un monde où la vitesse est prônée, elle est privilégiée en fait, plus que jamais. Est-ce que vous le voyez d'un bon œil, Benoît Ruel? Vous avez employé le mot angoissé, l'adjectif angoissé. Oui, angoissé, sans doute un peu trop fort. Je suis environné, je suis assez privilégié dans ma vie familiale, dans ma vie matérielle, dans mon environnement. Donc, je ne vais pas dire que je suis angoissé. Cela dit, je suis inquiet et je ne suis pas très serein. Inquiet parce que j'ai des petits-enfants et je me dis au rythme où on est en train de construire le monde, voire aujourd'hui, on en parlera sans doute, de le déconstruire à une vitesse assez extraordinaire. On n'a jamais vécu une crise aussi grande depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a quand même des choses qu'il va falloir affronter de face. Donc, je suis quand même inquiet et je ne suis certainement pas serein. Parce que pour être serein, il faut vivre les choses beaucoup plus tranquillement. Alors, j'essaye de me persuader. Je me dis que je fais mienne la devise d'un grand philosophe allemand qui s'appelle Horkheimer, qui disait je suis un pessimiste théorique et un optimisme pratique. Autrement dit, j'applique un peu la technique du volontarisme, mais enfin, c'est un peu fatigant. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'énerve. Au fond, ça ne devrait pas m'énerver. Et puis, ça. Oui. Qu'est-ce qui m'énerve? C'est que tout le monde, dans ce temps de confinement, toute la France est confinée, comme plein de pays. Nous ne reconnaissons même plus nos villes. Les animaux ont pris la possession des villes, même parfois les animaux les plus sauvages. Enfin, c'est tout à fait drôle, tout ça. Et puis, il y a des tas de gens, mais des milliers de gens bien intentionnés, tout à fait charmants, ravis, qui disent « c'est formidable ce temps de confinement, ça nous permet de revenir à nous-mêmes, de revenir à nos valeurs, de revenir… » Écoutez, je crois qu'on n'est jamais comme que parmi les hommes, donc c'est pas la peine de se singer, de se voiler la face. Ce temps de confinement, c'est un temps de grande régression. Si l'on pousse l'analyse, c'est un problème fondamental. Aujourd'hui, des connaisseurs comme Cathy O'Neill, avec son algorithme La bombe à retardement, qui est un livre, pensent clairement que l'innovation actuelle est devenue un danger. Mais là, pour la démocratie, est-ce qu'il faut aller jusqu'à cet extrême pour l'homme des idées que vous êtes? Ah, il est certain que notre démocratie n'est pas en meilleure forme. Elle n'est pas en meilleure forme parce que d'abord, elle est livrée d'un point de vue mondial. On voit bien que les populismes ont plutôt la parole que les démocrates. On voit bien que je reviens aux technologies puisque c'est ce qui vous intéresse ici surtout. La technologie invasive altère beaucoup le vote démocratique. Il altère la bourse aussi. Les ordinateurs vont plus vite que le moindre cerveau humain pour donner des ordres de bourse, etc. Donc je pense que oui, la démocratie est plutôt en danger. Voilà, je pense en plus qu'il y aura certainement des conséquences, je dirais des conséquences sociales.
tout le monde n'est pas armé pour vivre les situations que l'on vit. Donc je pense que la démocratie, un monde qui s'emmure dans la peur est un monde qui fatalement va fragiliser sa démocratie. Oui, d'ailleurs, un monde des frontières, je me rappelle que ça avait fait l'objet d'un numéro d'idées. Un monde des frontières, les frontières sont élevées de plus en plus, en un temps où l'on dit pourtant qu'on est dans un village planétaire à l'heure de la technologie. Et oui, et on s'aperçoit qu'avec ce virus qui parcourt le monde, beaucoup de pays sont en train de refermer leurs frontières. Donc je pense que les nationalismes pourraient ressurgir plus vite qu'on ne le voudrait. Je ne dis pas la nation, je ne parle de nation, je parle des nationalismes. Oui. Certains disent c'est de la faute à la Chine. En Chine, on dira c'est de la faute à l'Iran. À l'Iran, on dira c'est de la faute des Libanais. Les Libanais diront c'est de la faute des Africains. Et les Africains, diront autre chose. Chacun va s'emmurer dans la peur. Donc, je pense que le problème des frontières va se reposer. Il va se reposer d'autant plus que on s'aperçoit que la mondialisation qu'on croyait victorieuse au fond, et c'est vrai que la mondialisation a sans doute permis je ne dirais pas l'enrichissement, mais de sortir énormément de populations de la pauvreté. Mais la mondialisation est en train de se retourner contre elle-même ou contre nous-mêmes. Les pays voudraient retourner sans doute à une économie naturelle. Je dis une économie naturelle, c'est-à-dire retourner à l'autosuffisance. La mondialisation, elle repose sur la division du travail, entre les nations. On s'aperçoit que c'est une division dramatique. La Chine fabrique 70% des molécules du monde. Il suffit qu'elle se porte mal et il se passe plus rien dans le monde. Oui, Benoît Ruel, ce débat d'ailleurs, pendant qu'on parle de ces questions terribles de race, ce débat qui se passe dans les médias occidentaux, le web aussi, on parle beaucoup de l'exception africaine, notamment sénégalaise, dans la crise, quand d'autres font dans le catastrophisme. Vous en pensez quoi? Alors, je n'en pense pas grand-chose, mais pas parce que je ne veux pas en penser, parce que je suis assez mal informé. Dans les médias occidentaux, nous ne sommes pas toujours très bien informés, pour ne pas dire le plus, de ce qui se passe en Afrique. Alors évidemment, les spécialistes, et puis quand on a travaillé à RFI, on essaye de s'informer plus finement, mais c'est pas toujours facile de savoir, est-ce qu'il y a une exception sénégalaise? Est-ce qu'il y a une exception africaine? Moi, je ne le crois pas. Vous savez, je crois que il n'y a pas d'exception, ontologique, il n'y a pas d'exception philosophique, il n'y a pas d'exception anthropologique. Nous sommes tous, nous partageons tous le sort commun. Et simplement, il peut y avoir des hasards de circonstances, etc. Si on en revient par exemple au virus, je souhaite évidemment que l'Afrique ne soit pas touchée. Quand je dis touchée, elle est touchée, mais qu'elle ne soit pas, que la pandémie ne devienne pas un Ebola à la puissance N, parce que sinon, que ferions-nous et que ferait l'Afrique? Mais je pense qu'elle le sera un peu. Je pense qu'il n'y a pas d'exception africaine, parce que sinon il faudrait dire, et on revient à Bachir Ndiaye, il y aurait une exception philosophique, il y aurait une exception. Oui. Il n'y a pas d'exception africaine, il y a simplement peut-être une circulation des idées dans le monde qui font que l'Afrique aujourd'hui apparaît comme une exception. L'Afrique devrait prendre comment d'ailleurs ce genre de sortie, notamment celle qui portait sur des tests de vaccins en Afrique prônés par 2 médecins français sur LCI, par exemple? Moi, je ne suis pas spécialiste, je n'en sais strictement rien. Honnêtement, je peux pas répondre à ça. Je souhaite que tout le monde, que tous les spécialistes qui disent qu'ils sont sur des pistes, qu'ils affirment que c'est ceci, que c'est cela, je souhaite qu'ils aient raison au fond. Au plus vite on trouvera un vaccin, au plus vite on fera des... Mais vous savez, je peux pas oublier la crise du sida. Le sida, quand il est apparu, d'abord évidemment, le sida quand il est apparu, c'est assez amusant. Enfin, quand je dis amusant, vous mettez tous les guillemets du monde, bien évidemment, vous comprenez. Oui. C'est assez amusant de penser que tout de suite, c'est l'Afrique qui a été pointée du doigt. Le singe de l'Ouganda, etc. J'en parle les meilleurs. Et puis après, on est passé aux États-Unis, on s'est rendu compte que c'était autre chose. Et puis après, la peur s'est installée. C'est assez intéressant de voir que la peur s'est installée comme elle s'installe aujourd'hui un peu chez nous.
Je suis cette histoire de sida me rappelle des choses qui ne sont vraiment pas agréables. En plus de ça, on pensait trouver un vaccin très rapidement. Vous constatez que si on a trouvé des traitements qui sont relativement efficaces, voire efficaces, on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Les gens qui nous annoncent avec les meilleures intentions du monde et la meilleure bonne foi du monde, qui nous annoncent que on va trouver un vaccin pour ce virus dans les un an et demi, eh bien, je le souhaite, mais enfin, ça n'est pas encore arrivé. Et puis, qui vous dit que dans 1 an et demi, un autre virus n'aura pas succédé à ce corona? Je rappelle parce que c'est important, c'est un dernier développement que sur cette affaire de tests de vaccins en Afrique, des ONG en Afrique ont porté plainte contre un médecin français, Jean Ziegler. Benoît Ruel, que nous avons diffusé sur notre antenne mercredi dernier, réfléchit beaucoup à cette problématique dans son livre « Je ne vous apprends rien, la haine de l'Occident ». Jean Ziegler, que vous avez d'ailleurs reçu dans ID, une petite archive sonore au passage à ce sujet d'ailleurs. Permettez-moi que je vous résume l'argument de cet essai. Où qu'il aille dans l'exercice de ses fonctions internationales, et Dieu sait qu'il voyage, Jean Ziegler est frappé par la haine de l'Occident, cette passion irréductible qui habite aujourd'hui une grande majorité des peuples du Sud et qui agit comme une force mobilisatrice puissante. Cette haine, affirme Jean Ziegler, n'est en aucun cas pathologique. Elle inspire au contraire un discours structuré et rationnel, et elle paralyse les Nations Unies. Bloquant en effet la négociation internationale, elle laisse sans solution des conflits et de graves problèmes qui pourtant engagent à l'occasion la survie même de l'espèce. Jean Ziegler a donc voulu déterrer les racines de cette haine avant d'explorer les voies de son dépassement. Il nous en dit plus aujourd'hui. Jean Ziegler, bonsoir. Bonsoir. Cela ne va jamais se résoudre, ces rapports heurtés, Benoît Ruel, entre Nord et Sud globalement? Non, pas vraiment, mais enfin, on sent bien que l'orientation du monde a tout de même changé. Ce virus, au fond, qu'est-ce qu'il est en train de faire fondamentalement? Je pense n'exagérons pas tout de même, mais il faut employer des images parlantes. Il vient de mettre à bas une partie de l'économie occidentale. Elle s'en remettra. Je compte là-dessus, je fais confiance aux capitalistes du monde entier. Elle se remettra. Mais enfin, elle vient quand même de mettre à bas toute une façon de vivre. Alors j'entends des gens qui nous disent maintenant il faut repenser nos vies. Maintenant il faut retrouver le sens de nos vies. Et alors évidemment, ça n'est pas nouveau. À ce moment-là, on parle par exemple de l'Africain. Pas seulement de l'Africain, mais on pense à l'Africain. Et je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je suis. Vous me disiez tout à l'heure, êtes-vous pessimiste, inquiet, etc. Je vous dis, je suis soucieux. Je pourrais vous dire plus maintenant. Je pourrais vous dire qu'au fond, tout ça, ce sont un peu des balivernes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement en Chine, notamment dans la capitale, mais pas seulement dans la capitale, à Wuhan notamment, où est né, entre guillemets, ce vaccin, il y a des campagnes d'affichage dans toute la ville pour dire que le chinois doit consommer. Chinois consommer pour relancer l'économie mondiale. Oui. Alors c'est formidable parce que à la fois la Chine va essayer de se rétablir et très bien, mais à la fois on voit bien que l'Occident compte sur la Chine pour relancer l'économie mondiale. Donc au fond pour exactement retomber dans ce qui était avant. Benoît Ruel, ancien animateur de ID sur RFI, animateur également d'autres émissions, d'autres ancêtres d'ID. On va les appeler comme ça, Panorama International, Résonance, entre autres, nous fait le plaisir et l'amitié de répondre à nos questions ce dernier dimanche d'avril 2020 sur e-radio dans e-tech. Pourquoi la présence de Benoît Ruel dans e-tech? Simplement pour parler digital, mais en quelque sorte, c'est également pour lui retourner l'ascenseur, lui qui a animé les idées pendant de très très longues années sur RFI, pour le bonheur bien sûr de tous les passionnés du savoir simplement. Benoît Ruel,
Deux petites questions avant d'aller à la pause. J'aimerais bien qu'on parle de la technologie et du journalisme pour le journaliste que vous êtes. La technologie défie même pour la presse à l'heure de ce qu'on appelle le journalisme citoyen, tous ces citoyens du monde qui publient et relaient des nouvelles en temps réel, le journalisme concurrencé aujourd'hui? Oui, c'est certain que le journalisme ne vit pas ses meilleures heures, contrairement à ce qu'on croit. Tout le monde voudrait être journaliste, je parle des jeunes gens d'aujourd'hui, et le journalisme ne se porte pas très bien pour des raisons économiques. La presse écrite va mal, et le journalisme en général est concurrencé effectivement par les nouveaux médias, avec tout ce que ça suppose. Je pense que, alors là encore, vous savez, quand je donnais des cours à mes étudiants, je disais toujours, à tout le moins, une réalité, c'est comme une règle, le bâton de bois, vous savez, de l'instituteur, pour tirer des... N'oubliez jamais ça. Autrement dit, ça a au moins deux extrémités, et qui ne se rencontreront jamais. Elles ne se rencontreront que si vous tirez un trait. Et ces deux extrémités, eh bien, ça pourrait être chez les marxistes le oui, le non, la dialectique, ce que vous voulez, ou l'optimisme, le pessimisme, ou etc., ce que vous voulez. Alors, vous pouvez regarder la règle d'un bout et dire tout va bien. Tout le monde communique, c'est la planète entière qui est branchée sur les algorithmes, tout va plus vite, on sait tout. Et là, d'une certaine façon, on pourrait vous dire oui, cette transparence est plutôt démocratique. Rien ne passe plus inaperçu. Un chef d'État peut tuer de sang-froid ou faire tuer de sang-froid un journaliste dans un bunker d'ambassade. Ça finit par se savoir. Je ne sais pas, un homme d'État ou pas un homme d'État, enfin peu importe, arrive à faire des choses qui ne sont pas très bien, ça finit toujours par se savoir. Donc, à la limite, on pourrait dire que cette transparence, c'est un plus pour la démocratie. Mais à la fois, elle charrie son lot alors vous dites de fake news, de mauvaises nouvelles, de fausses nouvelles. C'est terrifiant tout ce qui est dit, et c'est tout et le contraire de tout. Alors là, je pense qu'il y a un enjeu qui est fondamental, et en Afrique particulièrement, mais enfin dans tous les pays du monde, c'est l'enjeu de l'éducation. L'éducation aux journalistes, l'éducation à l'information. Nous allons continuer à parler de ce journalisme à l'heure des réseaux sociaux, mais une question tout de même avant d'aller à la pause, Benoît Ruel. Aujourd'hui, les médias comme d'autres acteurs simplement de la société sont confrontés bien sûr aux effets du coronavirus. Est-ce que les médias devraient revoir un peu leur business model globalement basé sur la publicité? Parce que la publicité, elle rend dépendante, particulièrement dans ce contexte de Covid-19 où ceux qui mettaient les annonces eux-mêmes sont en difficulté. Mais bien sûr, mais la question est, en a-t-elle les moyens? Je crois, vous savez, que cette crise, je parle notamment pour la France, mais je crois qu'il n'y a pas que la France qui est touchée. Cette crise va mettre à bas énormément de publications de presse écrite. Certaines ne vont pas s'en relever. L'intérêt, si vous voulez, là encore, je reviens à ma règle d'instituteur avec ses deux extrémités. L'intérêt de ça, c'est que effectivement, la publication digitale a pris une importance extraordinaire. C'est pas seulement le commerce aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez plus en France acheter de légumes parce que les épiceries sont fermées. Mais vous vous faites livrer. C'est Amazon, c'est Discount, c'est des petits commerçants, etc. Notre confrère Benoît Ruel, longtemps animateur de l'émission Idées, est mon invité spécial ce dernier dimanche d'avril sur iRadio en ligne de Paris. Il répond aux questions de E-Tech et continuera d'y répondre dans la seconde partie qui arrive après l'édition en Wolof. Nous vous ferons entendre quelques moments forts de ces archives sonores. Restez à l'écoute, à tout à l'heure. Né au Havre il y a 71 ans, après des études de philosophie et de cinéma, Benoît Ruel est devenu journaliste en effectuant des reportages dans les pays dits de l'Est puis en Afrique, en produisant enfin des émissions hebdomadaires successivement Panorama International, Résonance puis Idées de 1996 à 2010.
Parallèlement à cette activité journalistique, Benoît Ruel, qui nous fait le plaisir et l'amitié de répondre à nos questions ce dimanche, a longtemps enseigné l'esthétique, particulièrement l'esthétique cinématographique à l'Institut international de l'image et du son. Disponible, ouvert au dialogue et à l'échange, Benoît Ruel en ligne de Paris ce 26 avril a accompagné et orienté parfois l'étudiant d'abord à Gaston Berger puis au CESTI de Dakar que j'ai été avec des discussions soutenues sur les grandes problématiques qui font notre actualité. Merci encore une fois Benoît Ruel pour avoir répondu à notre invitation. Très rapidement, nous revenons un peu parce que c'est assez passionnant sur la presse et les fake news. Aujourd'hui, les journalistes concurrencés en quelque sorte, mais en même temps, le décryptage doit être plus que jamais de mise. C'est ça qui va faire un peu la différence, le décryptage et bien sûr ce pourquoi on est payé, la vérification de l'information. Oui, le décryptage va devenir de plus en plus important parce que on nous annonce au fond toutes ces technologies modernes nous annoncent une fête virtuelle. Mais la fête virtuelle, je pense, a des limites. Ce qui va changer notamment avec cette pandémie, cette catastrophe mondiale, c'est que les canaux de distribution en ligne vont prendre une grande importance. Regardez, actuellement, aujourd'hui, ça s'est arrangé. Quand je dis aujourd'hui, après un mois de confinement en France, ça s'est un peu arrangé. Mais au tout début, comme tous les enfants ont dû faire la classe à partir de chez eux, sur des ordinateurs, en tous les cas ceux qui en avaient, tout le monde n'en a pas en France, les parents devaient faire du télétravail, etc. C'est-à-dire que tout a failli imploser. Il faut bien se rendre compte aussi. Donc là aussi, on est à la merci d'eux. Le jour où tout ça, tout ce grand web mondial va mal marcher, ça va être terrible. Et là encore, je crains que des grandes puissances soient mieux armées que nous, je parle nous, notamment la France, pour tirer leur épingle du jeu. Donc il va y avoir des changements. Le télétravail va prendre une importance énorme. Il faut savoir notamment qu'à Paris, mais dans les grandes capitales, Londres, New York, peu importe, Berlin, le prix du mètre carré de bureau est extraordinairement cher. Donc pourquoi déplacer des gens qui pendant 1 mois ou 2 mois viennent de faire à peu près leurs preuves sans bouger de chez eux. Donc c'est déjà pas mal. La circulation, regardez à Paris, aujourd'hui on se dit comme il n'y a plus de voitures, sur les espaces réservés, plus ou moins, à je ne sais pas quelle catégorie de véhicules, mais en tout cas à moteur, on va faire provisoirement des pistes cyclables. Bon, on a besoin aussi d'automatisation accrue. La santé, on voit bien qu'il va falloir la réformer complètement. L'écologie, ça c'est un point à mon avis très très important, donc qui va devoir être pensé hardiment après ce virus, va prendre une place importante. Les livraisons à domicile, regardez Amazon et des choses comme ça prennent une importance réelle. Non, je crois qu'effectivement le numérique, c'est-à-dire les moyens de communication actuels, vont prendre une importance absolument démente. Absolument dément. Benoît Ruel, journaliste ancien de RFI, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Je dis journaliste, vous le revendiquez toujours, vous êtes toujours journaliste, n'est-ce pas? Je suis pas le meilleur journaliste du monde, c'est pas ça le problème. Mais je veux dire que j'ai toujours une curiosité. Cela dit, si j'ai la même curiosité, je vous le répète, je m'émousse un peu dans mes sensations, dans mes sentiments. J'ai l'impression toujours d'entendre la même chose, vous comprenez. Après le Bataclan, après les grands attentats parisiens, on a vu toute cette Europe défiler, notamment à Paris, etc. Et le monde entier s'émouvoir en disant plus jamais ça, je suis Charlie, etc. On entend déjà ça en France actuellement. Après cette crise, plus jamais ça. Mais plus jamais ça quoi? Plus jamais ça quoi? Moi, je vous fais le pari que quand on va rouvrir quand on va supprimer le confinement, c'est-à-dire en gros dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, eh bien il va se passer ce qui s'était passé en 1968. En 1968, vous êtes trop jeune et vous l'avez pas vécu évidemment comme nous, mais c'est sûr. En 1968,
quand la France était complètement bloquée. Et puis un jour, Pompidou se rend bien compte que il faut lâcher un peu la pression parce que ça y est, le général a repris un peu la main, on va lâcher la pression. Et il rouvre les pompes à essence. Et en 48 heures, toutes les voitures étaient sur la route de France. Une espèce d'exode comme ça impossible. Tout le monde partait partout. Et là, je vous mets le pari que tous ces gens qui sont en train de vous dire, je me recentre sur moi-même, comme la campagne c'est beau, comme je suis en train de lire les grands classiques, comme je retrouve la musique, comme je apprends à cuisiner pour moi-même. Vous allez voir que dans 3 semaines, 1 mois, on va rouvrir et tout va être parti comme avant. Mais en même temps, c'est très drôle. Il faut que nous, grands humains, comme petit virus invisible à l'œil nu, viennent nous rappeler toutes ces évidences de la vie, du quotidien. Mais oui, c'est pour ça, c'est que de temps en temps, comme ça, il faut que des événements au sens propre, parce qu'il y a même quelque chose qui surgit comme ça, dans lequel on ne peut rien, viennent nous rappeler que il faudrait peut-être être un tout petit peu plus modeste. Il faut être modeste et puis il faudrait aussi peut-être être modeste avec la nature. Là, l'Afrique, vous me parliez tout à l'heure de l'Afrique. Oui. L'Afrique va être en première ligne, si je puis dire. Pas que l'Afrique, mais l'Afrique va être en première ligne parce que on sait bien notamment que les virus mondiaux, ils ne naissent pas tout seuls. C'est notamment, mais pour une grande part, toute cette destruction d'une forêt. Alors évidemment, vous me direz c'est l'Amazonie. Oui, bien sûr, Bolsonaro, le Brésil, etc. Mais l'Afrique aussi, à force de dénicher au sens propre, de dénicher la faune sauvage, elle ne trouve plus où aller. Et où va-t-elle? Eh bien, elle vient avec nous. Oui, nous restons sur l'Afrique et nous restons sur les médias. C'est encore important qu'on y consacre quelques minutes encore, Benoît Ruel. Je rappelle que Benoît Ruel, ancien animateur de l'émission Idées sur RFI, nous fait le plaisir et l'amitié de répondre à nos questions ce dimanche dans ITEC, ce dernier dimanche du mois d'avril. L'image de l'Afrique dans les médias occidentaux, Benoît Ruel, c'est que vous n'êtes pas un spécialiste, mais vous êtes un journaliste. Est-ce qu'elle a évolué selon vous depuis les années 60, lorsque plusieurs auteurs avaient fait le constat d'une inégalité médiatique entre les États à l'échelle mondiale? Oui, elle a évolué sans aucun doute. D'ailleurs, elle a évolué parce que l'Afrique a évolué. Faut bien se dire ça. Alors évidemment, on pourrait toujours jeter. Il y a là encore, je reviens à ma règle d'instituteur est debout. Il y a ceux qui vous disent, et on l'a entendu, on l'entend moins aujourd'hui parce que c'est moins vrai, évidemment, mais il y a encore 5 ans, 6 ans, un peu plus, on vantait régulièrement sur les médias français, en tous les cas les gens qui voulaient un peu s'opposer à d'autres politiques, et ils disaient regardez l'Afrique, c'est l'avenir du monde, regardez son taux de croissance, et on affichait l'Afrique effectivement, un fichier de croissance assez important, etc. Puis vous avez la réponse, l'autre bout de la règle, qui vous disait oui, mais cette croissance, à qui profite-t-elle? 8% de croissance, 9% de croissance, mais quand vous allez dans telle ville, en Ouganda, au Nigeria, ou peu importe, et que vous voyez tous ces pauvres gens, est-ce qu'ils profitent de ces échanges de matières premières? Voyez-vous, donc ces deux choses. Alors, est-ce que le regard je dirais de l'occidental sur l'Afrique et de la presse sur l'Afrique a changé? Oui, il a changé, mais c'est toujours au fond, on sort pas d'un débat qui est ou un débat anxiogène du style si le virus attaque l'Afrique, vous allez voir les dégâts mondiaux. Si l'Afrique débarque en Europe, vous verrez les problèmes sociaux. Si, etc., etc. Et puis vous avez l'autre côté, vous avez non, l'Afrique elle a ses solutions, a ses propres solutions, et là on n'en sort pas beaucoup. On est assez mal informé, et je pense que effectivement, mais en a-t-elle les moyens? L'Afrique devrait, je répète, en a-t-elle les moyens? L'Afrique devrait se prendre en charge elle-même. C'est l'Afrique qui doit faire sa promotion. Vous savez, dans la vie, c'est la base de la communication.
quand vous voulez qu'on dise du bien de vous, vaut mieux s'en charger soi-même. Des machines médiatiques, justement, pour vendre la culture africaine, principalement un outil diplomatique, comme c'est le cas de beaucoup de médias français, de médias anglais. Est-ce que ça doit arriver en Afrique? Bien sûr que oui, la question ne se pose pas. Mais quel pays pourrait en prendre le leadership pour vous? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est des questions trop complexes. Honnêtement, je ne pense pas. Vous savez, je suis un enfant. Oui, je suis un enfant. Je peux dire les choses comme ça. Du rêve panafricain. Je rêvais quand j'avais 20 ans, en gros, que le panafricanisme arrive, que l'unité africaine arrive. J'ai peur qu'aujourd'hui l'OEA soit une fiction assez risible. Enfin, il y a un progrès. Oui, je pense quand même que il n'est pas complet, loin s'en faut, mais la reprise en main de sa monnaie par certains pays africains est plutôt une bonne chose. Ancien journaliste à Radio France Internationale, vous avez animé successivement, et vous le rappelez sur votre blog donc, Panorama International, Résonance et Enfin Idée. Vous avez interviewé les plus grandes sommités intellectuelles de ce monde pendant 15 ans. Vous lisiez un livre par jour. C'est fou le nombre de livres que vous avez eu entre vos mains. Ça change quoi chez vous? Ça change, vous savez, je vais vous dire, ça change que je me suis beaucoup instruit. Je me suis beaucoup instruit. Alors on pourrait dire de gré ou de force, mais non, de fait, je me suis beaucoup instruit. Je dis toujours, c'est merveilleux. J'ai fait un métier où tout le soir je me couchais en étant plus instruit que quand je me levais. C'est déjà pas mal. Alors, à travers cette instruction, je suis sans doute devenu un peu plus intelligent. Ça ne veut pas dire que je sois très intelligent, mais forcément, l'instruction quand même permet d'avoir un peu plus de recul. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup lu par nécessité, par envie. C'était un plaisir. Et puis j'étais récompensé quand mes invités me félicitaient pour ma lecture, au fond, ma lecture fine. Donc voilà, j'ai beaucoup lu. Je suis parti de RFI, oui, je le répète, beaucoup plus instruit que quand j'y suis rentré, et d'une certaine façon, oui, on peut le dire quand même, un peu plus intelligent. J'aimerais que l'on consacre les minutes qui restent là, si vous êtes d'accord, bien sûr, les minutes qui restent de cette émission aux coulisses un peu d'idées, c'est important. Vous aviez un public très très fourni, très très important à Dakar, notamment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et vous le disiez d'ailleurs en recevant le philosophe et normalien Souleymane Bachir Diagne. C'était quoi les rapports entre vous finalement et les invités? Juste un invité qui venait, qui repartait, ou derrière il y avait toute une vie intellectuelle que vous aviez en commun? Alors il y a deux choses. Il y a mes relations avec les invités et mes relations avec les auditeurs. Mes relations avec les invités, ils étaient toujours chaleureux. C'est excessivement rare si un invité n'a pas eu ou nous n'avons pas une relation chaleureuse. C'était des relations très chaleureuses, mais sans plus non plus, parce qu'ils venaient parler d'un livre. On en restait parfois au niveau des idées. Par respect, je ne me mêlais pas ni de leur vie privée ni rien, et ils venaient présenter un certain nombre d'idées. Mais certains, évidemment, je les ai longuement fréquentés en dehors, sans pour autant que ça influe sur l'émission. Ce qui est plus intéressant pour moi, à réflexion faite, maintenant que j'ai tout quitté, si je puis dire, c'est mes relations avec les auditeurs. Parce que j'avais un public essentiellement, je ne dis pas, mais on va dire à 80% d'étudiants. Et vous êtes bien placé pour le savoir, cher Ousmane. C'est sûr. Cheikh Anta Diop, partout. Et l'autre jour, je triais encore, parce que c'est un peu souvent ce que font les retraités, j'avais encore plein de courriers que j'ai reçus, et beaucoup m'ont dit, c'est avec vous, c'est en dialoguant avec vous, et je leur écrivais. Ils me répondaient que j'ai passé mon diplôme de philosophie, de sciences humaines, d'anthropologie, que j'ai fait telle exposition de masques à Genève, etc., etc. Et évidemment, je n'ai pas pu garder toutes les lettres que je recevais parce que sinon il m'aurait fallu une maison, mais j'en ai gardé quelques-unes parce que je trouve que, au fond, là, j'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle qui était, au fond, on dira la circulation des idées, et on pourrait dire l'enseignement, mais la circulation des idées. Vous savez, d'ailleurs, je pensais à cette
à cette pandémie qui nous aujourd'hui. On s'aperçoit que tous les enfants, je parle pour la France, mais ça vaut sans doute pour d'autres pays, sont confinés chez eux. Il faut les occuper. Et on se rend compte, ce qui est formidable, c'est qu'on allait supprimer les chaînes de télévision, France 4 notamment, France 4 qui battait de l'aile ou qui bat toujours de l'aile, et d'un seul coup, certains se disent mais il faut ressusciter la télévision scolaire. Mais bien sûr, il faut ressusciter la télévision scolaire. Mais bien sûr, je ne faisais que de la télévision scolaire, mais pour des grands, pour des adultes, et pour moi-même. En tout cas, de très grands moments de télévision scolaire, pour reprendre votre expression. Je peux citer quelques noms rapides avec des échanges assez importants que nous avons eu un peu sur idée. Hamad Khan, mon confrère au journal Le Quotidien au Sénégal, Mamadou Touré qui est enseignant en Côte d'Ivoire, dont vous avez sûrement souvenance. Avec qui j'ai souvent une relation et avec qui je corresponds et qui est un homme formidable. Vous pouvez d'ailleurs lui lancer un mot parce qu'il nous écoute, Mamadou Touré, en Côte d'Ivoire. On a eu quelques échanges avant de passer en studio. Eh bien, je le serre fraternellement dans mes bras. Je le fais d'autant plus que là aujourd'hui, je n'ai pas apporté de masque, je suis confiné et il n'arrive pas. Et les idées, j'espère que les idées sont contagieuses, en tous les cas les bonnes. Oui, et d'ailleurs un clin d'œil aussi à Papa Djibril Fall au niveau du Sénégal, grand auditeur de idées. Benoît Ruel, l'animateur de idées, l'ancien animateur de idées sur RFI, est notre invité spécial ce dimanche sur iRadio pour parler de beaucoup de choses, bien sûr, le numérique, mais pas que, des questions également importantes, même si ça ne regarde pas a priori tech, mes enfants. Avoir un homme des idées amène souvent à sortir de son contexte, mais c'est pour la bonne cause. Un plaisir de l'avoir dans cette émission. Très très rapidement, les quelques dernières questions qui nous restent. Benoît Ruel, vous nous avez pas dit en fait, vous lisiez combien de livres par jour ou par semaine? C'est important à savoir. C'est difficile à dire, mais quand je recevais un invité, je lisais évidemment le livre qui l'amenait. Ça, c'était obligatoire. Donc, je le lisais, oui, en 2 jours à peu près. Et puis, j'essayais d'en lire un ou deux en plus. Mais, vous savez, la lecture, c'est aussi un entraînement. On va picorer à droite ce qu'on veut, etc. On finit par... C'est un entraînement. Donc, il n'y a pas de... Bon, évidemment, on commence à lire lentement, puis on finit de lire vite. Et puis, quand la motivation est là, quand on veut comprendre... Bon, disons que je lisais, allez, on va simplifier, je lisais par semaine le livre de mon invité avec autour quelques documentations importantes. Mais c'est vrai que je travaillais beaucoup. Oui, effectivement. Ce qui surprenait, c'est votre maîtrise, en tous les cas, apparente de certains sujets qui, a priori, ne vous sont pas forcément familiers. Je parle d'abord de l'islam. Et ça nous a étonné un peu cette belle introduction avec, lorsque vous receviez Souleymane Bachir Diagne sur un sujet qui vous est culturellement très éloigné, l'islam. On écoute un peu cette petite introduction, cette problématisation de l'émission avec Souleymane Bachir Diagne. On se retrouve juste après. L'expression philosophie islamique, en effet, laisse entendre que la philosophie émane de l'islam, comme en quelque sorte la quintessence de la fleur. Philosopher en islam, au contraire, signifie poursuivre dans l'univers culturel musulman le dialogue exigeant dans lequel, continuellement et en droit, partout, la philosophie se crée. Ainsi, le philosopher en islam s'est-il d'abord constitué dans la traduction en arabe des œuvres grecques, traduction suivie de longs dialogues, mais plus près de nous, on retiendra les dialogues échangés, par exemple, avec Nietzsche ou Bergson. Certes, on peut se demander si le jeu n'est pas faussé dès le départ. Comment philosopher en islam, en effet? Comment rechercher la vérité avant les préjugés et les conformismes, si l'on commence déjà par se donner le Dieu unique du monothéisme, avec une révélation dont on accepte qu'elle provient de lui et tout un ensemble de croyances qui découlent de cette acceptation. En d'autres termes, comment être philosophe et musulman, philosophe et chrétien, philosophe et juif? En croyant, explique Souleymane Bachir Diagne, qu'il existe une sagesse humaine qui a brillé au plus haut point en l'absence de toute révélation du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que cette sagesse doit aider à construire philosophiquement la vérité des significations religieuses. Oui, un sujet comme l'islam, vous faites comment, au-delà même des émissions, c'était peut-être des partenariats avec des librairies, avec des bibliothèques, avec des maisons d'édition.
C'est ce qu'on a compris aussi. Oui, de temps en temps, j'ai travaillé en collaboration avec des revues, etc. Mais non, n'allez pas chercher très loin. Je suis un curieux. Il se trouve, mais vous savez, c'est assez simple. Il se trouve que j'ai une bonne base universitaire. Disons que j'ai été bien construit, comme on dit, d'une maison bien construite. Alors la cave où les fondations ont été bien construites. Alors dessus, on peut mettre plusieurs choses. On peut faire parfois même un peu de fantaisie. C'est pour ça que je reprends votre expression. C'est juste, vous allez dire, on avait le sentiment, l'impression parfois, etc. Ben oui, certainement que parfois je faisais meilleure impression que la réalité. Mais c'est mon invité qui devait être intelligent. Moi, je devais simplement le mettre en valeur. Ça n'est déjà pas mal. Benoît Ruel, quelques derniers mots aux auditeurs, particulièrement de Dakar. On l'a dit parce que IDE était très très écouté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quelques souvenirs en rapport avec le Sénégal. Je vais vous rappeler un autre souvenir certainement. Michel Diouf, avec qui vous correspondiez régulièrement et qui décède tragiquement dans un accident de voiture. Vous me rappelez là un souvenir très triste et j'ai conservé, là voyez-vous, c'est étonnant que vous m'appeliez aujourd'hui pour qu'on parle un peu. J'ai rangé les lettres de Michel Diouf que j'ai gardées intégralement. J'ai gardé intégralement les lettres de Michel Diouf, professeur de philosophie. Et quand il est décédé, j'ai été absolument terrifié. Et il m'écrivait des lettres, des longues lettres. Je pourrais écrire pas un livre, mais enfin je pourrais écrire un très très long cahier avec les lettres de Michel Diouf. Nous discutions. Il me proposait nous discussions des sujets de philosophie qu'il allait proposer ses élèves du baccalauréat. Il avait une écriture, je parle de scripturale, le geste d'écrire, absolument splendide. Michel Diouf, que je ne connaissais pas, je le connaissais simplement par courrier. Michel Diouf était un auditeur et je vous dis, le jour qu'il est décédé, ma peine a été très très grande. Très grand souvenir de Michel Diouf, très grand souvenir. Souvenir et surtout archive. Alors une petite archive de ce numéro spécial dédié à Michel Diouf. Avant même de vous présenter ce numéro d'idées, permettez-moi de le dédier à la mémoire d'un de mes plus fidèles auditeurs, et c'est peu dire, qui malheureusement a été tué dans un terrible accident de la route au Sénégal dans la nuit du samedi au dimanche 13 mai. Un accident qui a fait 8 morts. Il s'agit de Michel Diouf. Âgé de 43 ans, Michel était professeur de philosophie au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Il écoutait RFI depuis Panorama International dans les années 80. Il m'écrivait régulièrement des lettres de plusieurs pages où il discutait les grandes questions avec une exigence rare. Il partageait les sujets d'idées avec tous ses élèves de terminale, des sujets qu'il transformait même en sujets de dissertation. C'est à ses élèves que je pense particulièrement cette semaine, et bien sûr à son épouse, Marie-Angélique Nour Diouf. Je les assure de toute mon amitié. Merci infiniment, Benoît Ruel. Donc, le dernier mot aux auditeurs dakarois, disons, sénégalais. Écoutez, le dernier mot, c'est que je souhaite aux auditeurs sénégalais le meilleur. Je leur souhaite évidemment de passer à travers cette pandémie, de faire tout ce qu'il faut pour rester en vie. Et puis, je voudrais aussi leur prendre un peu de courage d'une certaine façon, parce que vous savez, quand on parle de l'Afrique, on parle toujours ou de ses travers, ou de ses grandes orientations qui bouleversent, enfin, etc. Mais souvent, on oublie un peu ce qui fait l'essence même de l'Afrique, c'est-à-dire au-delà de tout ce qui peut être africain. Ça n'est pas qu'africain, hein. Je ne fais pas d'essentialisme, ça n'est pas africain. Mais enfin, je me dis que en Afrique, le lien social est important. Et ce qui est important et ce qui est menacé aujourd'hui chez nous par cette pandémie, c'est le lien social. On commence à s'inquiéter de l'atout de l'autre. On commence à refuser les poignées de main. On commence on a fait une distanciation sociale. Vous entendez le mot distanciation sociale? 1,50 m officiellement entre les gens dans les rues. Distanciation sociale. J'aurais préféré le mot distanciation sanitaire. Mais j'ai peur précisément que ça soit une distanciation sociale. Alors je voudrais pas que
cette distanciation sociale arrive. J'en ai peur, mais pour garder un peu d'espoir, parce qu'il faut aussi garder l'espoir, je regarde l'Afrique et je me dis que tout n'est peut-être pas perdu. Merci beaucoup Benoît Ruel. Merci pour ce cadeau spécial, ce cadeau dominical pour ITEC, pour les auditeurs de ITEC, bien sûr. Numéro spécial à retrouver à l'instant sur mes comptes Facebook et LinkedIn. Excellent dimanche et excellente semaine. Et je suis toujours en compagnie du psychanalyste Alain Amselec qui, dans son dernier essai publié chez Desclés de Brouwer sous le titre « L'ouverture à la vie », pointe l'absence majeure du corps et de la spiritualité dans la pratique analytique contemporaine, se rebellant au passage contre les intellectuels de la psychanalyse et de l'antipsychanalyse qui érigent des théories incertaines. Et je dois dire que je ne suis pas mécontent de recevoir Alain Amselec pour ma dernière prestation derrière ce micro. Car s'il convient de toujours s'efforcer de penser contre soi-même, il m'invite, moi le premier, mais aussi vous tous qui écoutez depuis tant d'années idées, à ne pas oublier ce que disait Bachelard. Le monde où l'on pense n'est pas le monde où l'on vit. Jung affirmant pour sa part que la surestimation de la raison a ceci de commun avec un pouvoir d'état absolu que sous sa domination, l'individu dépérit. À partir de là, Alain Amselec rappelle que la vie ne se montre pas dans un champ d'investigation théorique quelconque, la vie ne se saisit pas dans la raison et la réflexion, mais dans l'affectivité originelle de chaque être vivant. Aujourd'hui, écrit mon invité, après un tsunami financier mondial, révélateur des failles de notre société moderne et faisant exploser toutes les donnes, nous voyons retomber l'une sur l'autre comme dans un jeu de dominos, crise économique, crise sociale, crise politique. Mais ne pourrait-on pas ramener le tout à une crise de sens? Crise profonde, crise fondamentale, crise identitaire qui couvait sous les excès de notre culte de la raison et de la maîtrise, de la puissance et de la performance, de notre soif d'appropriation, de consommation et de jouissance superficielle. Grâce à nos technologies et notre pouvoir incommensurable sur la matière, nous nous croyons tout-puissants, mais avec un humour qui fait mouche, Alain Amselec se demande si nous ne sommes pas tombés dans ce travers dénoncé par Alan Watts, la vanité de prétendre s'élever du sol en tirant sur ses lacets de chaussures. Alain Amselec, comme vous étiez mon dernier invité, et je ne souhaite pas tout comme vous conclure, vous pourriez peut-être nous lire en guise de revoir ce petit texte que vous avez intitulé « Pour ne pas conclure » ou « Le refus du clos ». Oui, pour ne pas conclure ou le refus du clos. Lâcher, laisser. Plus fondamental que la pensée, il y a ce qui pousse à penser. Il y a l'émotion première, l'émerveillement de la première fois, toujours là et toujours renouvelé, sous le manteau des pensées toujours secondes, souvent grises. Plus essentiel que le penseur et le parleur, il y a le vivant et la vie qui l'anime. Cette vie qui permet de sentir parfois, même au milieu de l'hiver, un été invincible. Ouvrance. Alain Amselec, merci. Auditeur fidèle d'idées, merci pour votre attention qui au fil des ans n'a jamais faibli, bien au contraire. En toute amitié, je vous souhaite le meilleur et si vous souhaitez garder le contact, alors faites-le en écrivant à l'adresse électronique suivante benoît.ruel@yahoo.fr. À la console d'enregistrement cette semaine, Enora Legal et puis à la réalisation, notre fidèle Marie-Noël Gindreau que je remercie tout particulièrement.